de projets, que le financement disponible. Après, il y a des concertations qui se sont faites dans le cadre du projet contractuel actuel avec les établissements, avec l'État et avec les collectivités. Donc, et tout ça dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente qui a été citée tout à l'heure, dans le cadre de la stratégie nationale de la recherche définie par l'État. On essaie de faire en sorte que les projets qui sont sélectionnés rentrent dans ces axes stratégiques qui ont été déterminés. Mais au départ, ce sont les établissements qui font les choix. Cette question de la définition de l'énergie stratégique semble un peu toutefois une patate chaude. Je ne sais pas Moi, je voulais revenir. Je pense que c'est plus enjeux sociaux que là, parce que là, je trouve qu'on a quand même beaucoup dans les politiques publiques. Donc, la question était plus sur les enjeux sociaux. Et c'est une question à Jean-Marc Liège, parce que tout à l'heure, il a parlé pratiquement tout de suite en tant que vice-président, donc partenariat des entreprises, mais nous, on dit valorisation. Enfin, bon, c'est comme ça que tout le monde appelle cette fonction. Valorisation au singulier. Et on a parlé donc de la création de valeur. Près du micro, François. On a parlé de la création de valeur. Ah oui, j'ai oublié de me présenter en fait. Je suis François Bonarel, donc je suis ingénieur de recherche en gestion de données astronomiques ici à Strasbourg. Je suis élu au conseil scientifique du CNRS et du syndicat CGT pour ne rien vous cacher. Et donc la question porte sur cette affaire de valorisation. Parce qu'on utilise toujours valorisation au singulier, ce qui semble indiquer qu'on ne parle que de valeur d'échange et pas de valeur d'usage, parce qu'à ce moment-là, on pourrait mettre valorisation au pluriel. C'est une discussion que j'ai eue récemment, là, il y a 15 jours, au conseil scientifique du CNRS avec le directeur général de la science. Je dis pourquoi, dans le cadre de la future évaluation du CNRS, qui va avoir lieu l'an prochain, de l'organisme CNRS, on a que ce volet de valorisation au singulier. Pourquoi on n'utiliserait pas valorisation au pluriel en ayant autre chose que la simple valorisation économique, dans la mesure où les sciences ne peuvent pas se réduire à leur dimension d'utilisation économique? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de souci. Enfin, pour certains d'entre vous qui me connaissez, c'est effectivement une évolution que j'ai souhaité imprimer dans le cadre de puisque j'ai souhaité qu'on abandonne cette logique un peu baseuse de la valorisation au sens simple, mais pour ce qui concerne la fonction, de plutôt se situer dans une logique de partenariat. Partenariat pourquoi? D'abord parce que l'établissement est un acteur, il doit être considéré comme équivalent dans l'ensemble des négociations qu'il a avec les autres acteurs du terrain, et sur le plan de ce terme-là, nous avons effectivement, et c'est ce que je défends aussi auprès des instances d'évaluation, c'est que nous avons différents champs, une véritable palette, en quelque sorte, de valeurs. Ces valeurs ne sont pas simplement sur la base d'échanges financiers, mais d'autres éléments, d'autres registres sur lesquels nous pouvons agir. Ces registres, c'est aussi, ça a été dit par M. tout à l'heure, dans le sens de l'économie sociale et solidaire, où nous pouvons aussi apporter des solutions sans pour autant avoir une contrepartie financière. Je crois que c'est cette notion-là qui doit présider à la dynamique d'un établissement comme le nôtre. Ensuite, s'agissant des relations avec notamment avec les EPST, les établissements scientifiques et techniques, comme le CNRS, le lycéen, etc., il y a là aussi une dimension qui est différente. Par exemple, lorsque l'on s'intéresse à certains de nos champs d'application, par exemple, pour ce qui concerne l'INSERM, on va avoir affaire avec sa filiale qui est INSERM Transfert. Donc là, on est plutôt dans la logique du transfert, pas de la valorisation du transfert. Donc il y a différentes terminologies qui sont utilisées, mais moi je suis tout à fait, alors là, totalement aligné avec ce que dit M. Bonarel, c'est le fait de dire, d'abord c'est un pluriel, et un pluriel décliné sur différents champs. Et le réduire à un seul terme au singulier, c'est une aberration. Donc on peut voir qu'on a abordé en grande partie déjà le second axe, peut-être pour en terminer avec le premier axe. Quand on a préparé le débat, il y a une question quand même qu'on a évoquée, qui n'est peut-être pas apparue clairement dans les interventions pour l'instant, peut-être quand même dans la première intervention d'Eva Michel.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question qu'on n'a pas vraiment abordée. La science pour le savoir, la science sans finalité, on entend beaucoup négativement, donc quand on fréquente des milieux qui ne sont pas des milieux scientifiques, on entend beaucoup de gens qui nous disent mais à quoi ça sert et c'est difficile de répondre donc, quand ça sert que pour le savoir. Donc quand ça ne sert pas pour de l'innovation immédiate, pas pour une finalisation technologique ou des choses comme ça. Ça touche aussi la question des acteurs qui peuvent intervenir, donc les associations par exemple, qui peuvent être donc, acteurs de la science ou qui peuvent profiter de la science. Et donc ça c'est des questions qu'on n'a pas encore abordées, peut-être si les gens avaient quelque chose à dire sur cet aspect-là, sur le premier thème enjeu, et qu'on finir avec le premier thème. Donc on a deux interventions. Oui, je me présente. Abdel Oureline, je suis professeur à l'Université de Strasbourg, physicien. En fait, moi j'ai beaucoup apprécié dans l'intervention de ma collègue Hélène Michel. Donc en fait, j'ai une petite question au niveau donc, de rôle des SHS, donc en fait dans le programme européen donc, au niveau de l'Horizon 2020. Donc en fait maintenant je pense que c'est un axe qui est bien défini, donc ça veut dire qu'il y a une certaine importance. Et ma deuxième question, c'est concernant, on a entendu ces derniers jours, ou même ces derniers mois, donc par exemple dans des pays comme le Japon, où on a complètement éliminé les SHS dans certaines universités. Voilà. Merci pour ces questions qui permettent de prendre la question de Mickaël, la science pour la science. L'exemple du Japon est un très bon exemple parce que dans les sciences, il n'y a pas seulement les SHS, mais c'est peut-être là où c'est le plus visible. Les sciences, c'est aussi une démarche scientifique et souvent une démarche critique. Et ce qui se passe au Japon, c'est aussi une suppression d'une discipline qui revendique une démarche critique, une discipline qui revendique le droit de dire comment fonctionnent des sociétés, là où on voudrait peut-être masquer ces fonctionnements ou en tout cas en faire d'autres usages. Donc c'est vrai que dans la science pour la science, il y a aussi cette dimension que l'on ne peut pas quantifier, qui est cette formation d'un esprit scientifique, d'un esprit critique, utilisable très facilement par tout citoyen éduqué qui ne va pas se laisser berner ou compter tout ce qu'on peut lui raconter. Sur la question pour Horizon 2020, le problème des sciences humaines et sociales, c'est la place qu'on leur accorde. Elles ne sont considérées la plupart du temps que comme un supplément d'âge et en particulier comme une science qui va dire quelle est l'acceptabilité sociale d'une science. Alors par exemple, en physique, en biologie, les nouvelles inventions, des innovations, est-ce que les sociétés sont prêtes à accepter ou qu'est-ce qui permet d'accepter ou de rendre le développement de telle ou telle nouvelle technologie plus facile. Donc là, on a un usage très ancillaire des sciences humaines et sociales et qui ne correspond pas, me semble-t-il, à la valeur des sciences humaines et sociales, parce que les sciences humaines et sociales, elles se posent des problèmes qui ne sont pas nécessairement les problèmes que se posent les décideurs. Donc à partir de là, cette imposition de problématiques fait qu'on ne fait plus le travail qu'on devrait faire, la recherche qu'on devrait faire. Donc le résultat, c'est que dans Horizon 2020, les sciences sociales qui sont financées par ces programmes sont plutôt des sciences sociales soumises au pouvoir économique et
beaucoup de concessions sur la production. Je la considère. Après, on peut toujours être cynique, feinter, faire semblant d'eux, mais je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui se battent pour que les définitions des défis sociétaux dans lesquels on peut candidater pour obtenir le financement de projets, essayent justement de proposer, de définir d'autres manières de définir les SHS. Et évidemment, c'est un combat auquel le Centre en Marche participe. Merci Michel. J'ai noté beaucoup d'interventions avant, donc vous parlerez promis. Et donc, c'était un commentaire tout à fait favorable pour les SHS personnels, parce qu'on se pose la question qu'apportent les SHS. C'était à moi de parler. Si c'est vrai, mais qu'apportent les SHS? Moi, je suis biologiste moléculaire. Les SHS, je ne connaissais pas. C'est quand j'ai pris des fonctions à la direction, j'ai eu des cours de management. Et je vous garantis que les SHS vous apportent bien des défauts pour manager. Et cette valeur, vous ne pouvez pas comment dire, c'est pas une valeur directe financière, mais si je n'avais pas eu cette formation et toutes les idées des SHS qui sont portées dans le management, je ferais beaucoup plus mal mon travail, franchement. C'est bon, c'était pas tout à fait la question. Donc, juste pour les interventions que j'ai notées, donc M. Bruno Michon, ensuite Philippe Balter et ensuite Daniel Kahn. Bruno Michon, docteur en sociologie. Non, le privilège de la tribune, c'est d'être présenté par les animateurs. Donc, la parole est à M. Bruno Michon. C'est les enjeux de tribune. Il vient de finir son doctorat en sociologie, donc au laboratoire de sciences et sociétés qui s'appelle maintenant DINAM, Dynamique Européenne, et qui est donc actuellement enseignant, donc sociologue chargé de recherche et de développement à l'ESTES de Strasbourg, qui est donc l'école supérieure en travail éducatif et social. Voilà pour la présentation. La parole est à ce privilège. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Mme Michel. Bon, c'est vrai qu'ayant passé près des méguettes pas mal à l'université, j'ai longtemps partagé cette inquiétude sur la disparition d'une science pour la science et des difficultés de l'université de financer les sciences humaines, les sciences fondamentales. Puis je suis parti de l'université et je ne partage plus ou alors pas telle quelle, cette crainte. Et voilà, c'est à partir de mon expérience, donc c'est très difficile de généraliser, donc je pars vraiment de... Voilà, j'essaie pas de généraliser, mais vraiment d'essayer de montrer que le sentiment que j'ai aujourd'hui, après avoir connu l'université et après avoir été ailleurs, c'est que l'université pense la recherche en silo, pour reprendre une expression que les Québécois aiment bien. C'est-à-dire qu'elle pense une science complètement déconnectée du reste. Il existerait une science qu'on appellerait fondamentale, qui serait complètement déconnectée du reste du monde, et le chercheur, dans son laboratoire, tout à coup, une idée géniale, mais les méchantes entreprises, le monde, la société civile ne peuvent pas le financer. Pour moi, ça ne marche pas comme ça. J'irai plus loin. Le méchant plan contre-région qui sort ces trucs de nulle part, etc. Enfin, moi, ce que je constate depuis que je suis à l'ESTES, c'est que les collectivités territoriales et les pouvoirs publics, si on va les voir, si on leur dit, voilà, moi je constate, j'ai cette question-là de recherche qui m'intéresse, ils sont à l'écoute, ils sont prêts à changer le budgétaire, ils sont prêts à financer ma recherche, ils sont prêts à... Et ce truc-là, on m'a jamais appris à le faire à la fac. On m'a jamais appris à penser, tout simplement, qu'on peut aller voir les personnes qui financent, qu'on peut... Alors, on va appeler ça des lobbies, on va appeler ça genre, je sais pas ce que c'est, mais c'est avant tout, voilà, C'est pour ça que je trouvais le débat jusqu'à présent un petit peu hors sol, à part peut-être votre intervention, monsieur, où vous avez vraiment... Voilà. Comment ça se passe concrètement? Mais c'est des gens, et ces gens-là, ils sont prêts à nous écouter, ils sont prêts à changer. J'ai pu financer des choses que je pense
vraiment intéressant au niveau de la recherche, c'est pas fondamental, il y a une utilité, mais ça ne me dérange plus aujourd'hui à la fois cette dimension d'utilité sociale, mais j'y reviendrai peut-être dans la troisième partie, je sais que vous aimez bien séparer en axes, on ne va pas aller trop loin, mais sur l'enjeu dont vous parlez de la science pour la science, je dirais que j'ai le sentiment que l'université mériterait peut-être d'ouvrir ses yeux à d'autres dimensions de la société qu'elle ne pense qu'à partir de son propre point de vue. Voilà, je suis sévère à mon tour, Madame Michel, et je pense qu'on va avoir un beau débat. Voilà, je vous laisse répondre à cette question-là. Philippe Galtière, je suis scientifique en biologie moléculaire, directeur de recherche au CNRS, et je suis aussi au syndicat SNCS FSU, qui est le syndicat des chercheurs, plus des enseignants chercheurs. Et en fait, j'ai un peu l'impression que j'ai envie d'être consensuel dans mon intervention en faisant plusieurs incursions rapides sur plusieurs champs. La science pour la valorisation, de rien, n'importe qui interroge un chercheur, il la présente à l'esprit, à chaque fois avec ses propres préjugés, mais ne serait-ce que par la question qui viendra tout de suite derrière. Moi, je suis désolé, très souvent quand je dis que je suis chercheur, un kidam qui me rencontre me dit « Et vous trouvez ?» Et c'est bien, vous trouvez quelque chose qui peut servir. C'est le seul métier où on demande à quelqu'un qui dit qu'il a un métier s'il le fait bien. Ça n'arrive jamais quand vous répondez si vous faites bien votre métier, quand peut-être que vous êtes électricien, plombier, boueux ou n'importe quoi. Chercheur, si. Et il y a réellement, parce que la valorisation, c'est présent à l'esprit de tout le monde. Mais il est clair qu'il y a plein d'autres angles sur la recherche qui ont justement des vertus. La science pour la science, c'est ce qui fait qu'il est intéressant de savoir que nous ne sommes pas a priori, d'après les données scientifiques, le fruit, il y a quelques 4000 ou 4500 ans, d'une intervention étonnante, extraordinaire, mais tout à fait magnifique, paraît-il, qui aurait fabriqué deux êtres qui ont prospéré en humanité, mais qu'il se trouve qu'on arrive à trouver au fin fond de sédiments qui datent de 3, 5, 10 ou 30 millions d'années, des traces de choses. Ça ne sert à rien, ça ne peut pas être utilisé industriellement, et néanmoins, ça a une vertu sur la conception que tout un chacun a de lui et de l'ensemble des choses, qui fait, et de même philosophique quasiment, mais en tout cas de son existence. Et il en est de même quand on regarde les étoiles. Je veux dire, finalement, sur la vie ordinaire, il n'était pas très important de savoir que les étoiles sont des lumières sur un plan, sur une sphère fixe, et l'air de voir, ça a quand même une autre tête que les scientifiques qui faisaient juste de la science pour la science, nous a appris que ce sont des corps célèbres qui se déplacent à une certaine vitesse, à un endroit extrêmement éloigné d'ici, qui ont une influence ou pas, en fonction de la distance, l'inverse du carré de la distance, sur notre destin. Et cette science pour la science a de l'importance, et la science, et à un moment donné c'est évoqué, oui, ça mérite de l'être de nouveau, la science pour la liberté. Les endroits où on dit à la science ce qu'elle doit faire absolument et où on en interdit certains des champs sont en général des endroits qui sont soit des dictatures, soit des endroits qui sont en train de devenir. Donc quelque chose qui deviendrait, on ne fait que de la science pour la valorisation, on est en train de prendre un chemin qui oublie la liberté qui est nécessaire même au fonctionnement de l'intelligence. Et pour ce qui est, alors là je passe un tout petit peu c'est le dernier point, sur le côté un peu institutionnel et des financements publics, je suis un peu frappé en plus de la discussion qui vient de se faire et d'avoir été à Paris ou à d'autres endroits croiser un certain nombre de choses, voir autant de bonne volonté qui, parce qu'ils sont sur des domaines qui se font face, versent facilement dans ne pas se comprendre les uns les autres, ou vouloir bien faire, mais finalement que ceux qui devraient recevoir cette bonne volonté, ils voient soit de la manipulation, soit des mauvaises intentions, et que parfois d'ailleurs elles y sont.
Et donc, par exemple, là, dire les SHS, vous les financez pas de pendant, mais c'est parce que le message depuis 10, 15 ou 20 ans, il est réellement bien passé, et peut-être pas totalement si vrai que ça, que quand on n'a pas de valorisation totalement envisageable, il faut qu'on fasse un projet qui est très difficile à monter, qu'on se demande si on va l'avoir et qu'après on n'aura pas. C'est d'autant plus vrai que dans un domaine comme les sciences du vivant où je suis, où tout de suite on vous interpelle sur est-ce que ça a servi à guérir une maladie, il y a énormément de choses qu'on ignore et qu'on a absolument besoin de creuser sans pouvoir déjà pointer la maladie à laquelle on va amener un bénéfice. Et il se trouve que les organismes publics se doivent, et savent qu'ils se doivent, de financer de façon extrêmement large le spectre de ce qu'ils doivent financer, mais qu'il y a des déterminismes administratifs et des déterminismes financiers qui, une fois que cette volonté des gens qui organisent la science s'exprime, une fois qu'elle est passée par Bercy, elle revient d'une façon qui fait que les sciences humaines sont à ce moment-là convaincues qu'elles ne sont pas financées et ne pensent pas à demander. Et quelque part, cette incompréhension, c'est pour dire que c'est un peu compatible avec vos deux points de vue, ce que je suis en train de dire. C'est que les gens qui pensent que ça ne sera pas financé, ils ont reçu des messages depuis 15 ans. Quelles sont les sortes de choses qui sont financées? Et ceux qui disent « mais non, on est prêt à financer », eh bien peut-être qu'ils sont super vertueux, mais leur message n'a pas toujours été complètement transparent toutes ces dernières années.